Comment devenir micro-entrepreneur, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, vous allez avoir beaucoup d'informations sur le statut du micro-entrepreneur. Au programme de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va découvrir ce qu'est la micro-entreprise. On va voir comment devenir micro-entrepreneur, quelles sont les démarches à faire, chez qui s'adresser. On va ensuite parler du fonctionnement détaillé de la micro-entreprise, comment fonctionnent les cotisations, la TVA, déclarer son chiffre d'affaires. Ensuite, on va avoir une petite partie sur la routine du micro-entrepreneur, comment gérer sa comptabilité et des petites questions fréquentes qui peuvent se poser et que la plupart des gens se posent quand on démarre son activité de micro-entrepreneur. Donc allez, on démarre cette vidéo, mais avant ça, un petit avant-propos. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à préparer. Donc si vous pouviez juste mettre un petit j'aime sur cette vidéo, ça me permet de soutenir en fait le travail que j'ai pu faire. Moi ce que je vous conseille, c'est comme c'est une grosse vidéo qui est bien dense, c'est de la sauvegarder, de la mettre en favori ou à regarder plus tard et de continuer à regarder cette vidéo puisque c'est compliqué à regarder peut-être à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc mettez-la à regarder plus tard et vous pouvez également la partager à un ami qui souhaite devenir micro-entrepreneur puisque je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Également une dernière chose, il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo, donc attendez bien de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de poser vos questions précises sur le statut. Si vous n'avez pas eu la réponse à votre question, dans ce cas-là, posez-la en commentaire. Allez, on démarre avec la découverte de la micro-entreprise. C'est quoi la micro-entreprise? Donc une micro-entreprise, donc il y a plusieurs termes pour la signifier, enfin pour le parler d'elle. Avant on parlait d'auto-entrepreneurs, de personnes qui étaient auto-entrepreneurs. On parle aussi de micro-entrepreneurs et de micro-entreprises. Ces termes-là veulent dire exactement la même chose. Donc si vous voyez ces termes-là, ça veut dire la même chose. C'est qu'avant on appelait ça une auto-entreprise, maintenant c'est une micro-entreprise. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de se lancer en tant que micro-entrepreneur? Pour plusieurs raisons. Donc là, c'est une partie qui va être assez théorique pendant quelques minutes et puis ensuite, on va rentrer plus dans le concret. Donc, vous inquiétez pas. Donc, ça va vous permettre de lancer une activité plutôt rapidement parce qu'en fait, les démarches sont assez rapides. En 1 ou 2 semaines, on peut créer son statut sans être freiné ou bloqué par des démarches qui vont être complexes. C'est relativement simple de devenir micro-entrepreneur. En tout cas, quand on compare avec les autres statuts qui existent en France. Ça vous permet aussi d'étoffer votre expérience professionnelle et d'augmenter vos revenus. Si vous êtes étudiant, lancer votre activité de freelance en parallèle de vos études, c'est un super avantage. Contrairement à tous les autres étudiants qui ne font rien de plus, entre guillemets, pour étoffer leur CV. Et ça vous permet aussi d'effectuer donc une activité, vous pouvez l'effectuer en tant qu'activité principale, c'est-à-dire juste devenir micro-entrepreneur et donc vivre sur votre activité, ou en tant qu'activité complémentaire si vous êtes, comme je vous le disais, étudiant, salarié, ou peut-être même retraité. Donc pourquoi est-ce que ce type d'entreprise est plébiscité pour les gens qui veulent se lancer seuls ou indépendants, parce que c'est simple en fait. Donc voilà, la bonne raison c'est parce que les démarches sont rapides, environ 2-3 semaines pour avoir son numéro de siret et que tout soit bien fait, grosso modo. C'est quelque chose qui a un coût qui est très faible, donc c'est gratuit pour créer sa micro-entreprise. Bien sûr, vous allez avoir quelques autres coûts qu'on va détailler juste après. Ensuite, vous allez avoir une gestion comptable qui va être vraiment simplifiée quand on compare avec un outil de comptabilité classique d'une SASU, une SARL, etc. Les notions à savoir vont être plus simples en micro-entreprise que dans une entreprise ou une société classique. Ceci étant dit, au tout début, ça paraît très simple, mais on peut complexifier pour comprendre plein de choses. Donc vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va aller justement plus loin que la plupart des autres vidéos qui parlent de la micro-entreprise, puisqu'on va parler de la TVA plus en détail, on va parler des cotisations plus en détail, etc. Ensuite, le régime fiscal va être avantageux. On va payer moins de cotisations, grosso modo, qu'une société classique et moins d'impôts que si on était salarié. Les limites sont du coup très raisonnables en termes de plafond, etc. Donc par rapport à une société classique où eux ne vont pas avoir de plafond de chiffre d'affaires, par exemple, nous, on va avoir un plafond de chiffre d'affaires. Mais ça, on va y revenir justement parce que ça va dépendre de votre type d'activité que vous allez faire, enfin de la nature de votre activité. Donc maintenant, c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte de créer sa micro-entreprise? Donc la création de votre statut en lui-même est gratuite. C'est-à-dire que si vous le faites auprès des services de l'État, c'est gratuit de créer sa micro-entreprise. Ceci étant, vous pouvez passer par des services tiers qui vous permettent de vous simplifier la démarche. Donc en fait, ça vous permet d'économiser quelques heures de travail et de prise de tête aussi, grosso modo, parce que vous avez une interface qui est plus sympa à utiliser. Et donc ça peut coûter entre 20, 30, 50 ou 100 euros à peu près pour créer son statut. Donc dans cette création qui va être déléguée, il peut y avoir d'autres services qu'on va parler juste après. Ensuite, vous allez avoir des frais bancaires. Donc comme vous êtes micro-entrepreneur, vous allez probablement ouvrir un compte dédié à votre micro-entreprise. Ce compte bancaire-là, il y aura des frais, donc ce sera sûrement un abonnement tous les mois, ou ce sera une carte bancaire, etc. Donc ce sera des frais bancaires. Bon, grosso modo, c'est entre 5 et 10 euros par mois. La CFE, c'est la cotisation foncière aux entreprises, c'est une taxe que vous allez devoir payer tous les ans. Les cotisations sociales, qui est un pourcentage de votre chiffre d'affaires, donc l'argent que vous allez gagner, vous allez devoir payer un pourcentage dessus, c'est vos cotisations sociales.
Ensuite, vous allez avoir l'impôt sur le revenu qui va tomber donc soit à la fin de l'année, comme quand vous êtes salarié, vous avez l'impôt sur le revenu, ou vous pouvez faire comme les salariés de maintenant avec le versement libératoire qui vous permet d'être prélevé tous les mois ou tous les trimestres, donc en fait en même temps que vous payez vos cotisations, de l'impôt sur le revenu. Mais ça, on va y revenir justement plus en détail. Et enfin, vous allez payer vos charges. Donc vos charges, c'est quoi? C'est si vous faites de l'achat-revente, vous allez devoir payer bien vos matières premières. Si vous utilisez des logiciels, il faudra payer vos logiciels, etc. Donc ça, c'est grosso modo combien coûtera votre activité. Ensuite, vous avez des frais optionnels qui ne sont pas obligatoires mais qui sont recommandés. Le premier, c'est un outil de comptabilité qui vous permet en fait de créer vos factures, créer vos devis, gérer vos clients. Donc voilà, j'ai tel client qui m'a rapporté tant, etc. Donc vous pouvez utiliser un Excel, mais c'est très fortement déconseillé. De plus en plus, on va passer sur des outils en ligne qui vont être simples d'utilisation, etc. Donc moi, je vous recommande fortement d'utiliser un outil de comptabilité. Vous allez pouvoir aussi souscrire à une responsabilité civile pro, on va en reparler, une complémentaire santé et un contrat de prévoyance. Donc, qui est-ce qui peut devenir micro-entrepreneur? Ça, c'est une première question déjà. Je pense que ça va aider pas mal de monde. Donc, pour ouvrir le micro-entrepreneur, grosso modo, c'est plus ou moins tout le monde. Il faut avoir une adresse postale en France, donc en gros vivre en France, être français ou ressortissant européen, être majeur ou émancipé. Et donc si on est émancipé, donc on est âgé de plus de 16 ans, on peut ouvrir sa micro-entreprise avec l'option EURL. Donc là, c'est une démarche un petit peu compliquée, on va y revenir dans la partie questions-réponses. Maintenant, on va parler des cas particuliers. Par exemple, si vous êtes salarié, un cas particulier, c'est si vous avez une clause de non-concurrence dans votre contrat de salarié, vous ne pouvez pas créer une société ou créer une micro-entreprise dans le même domaine que là où vous êtes installé. Par exemple, vous êtes employé dans une boîte de production, votre contrat de travail vous dit vous ne pouvez pas exercer une activité en tant que vidéaste. Vous, le salarié, vous pouvez soit exercer par exemple une activité de livreur Uber Eats, parce que ça n'a rien à voir avec le contrat de travail, ou vous pouvez exercer une activité de vidéaste, mais dans ce cas-là, il faudra demander une autorisation explicite de l'employeur, ou sinon vous ne pourrez juste tout simplement pas, en tout cas vous pourrez avoir des problèmes si vous exercez sans autorisation votre activité de vidéaste. Pour les fonctionnaires, c'est un cas particulier, je vous invite à vous renseigner auprès de votre hiérarchie, c'est un cas assez particulier. Ensuite, on va parler d'une notion qui est hyper importante. Donc pourquoi est-ce que la micro-entreprise, comment ça fonctionne un peu cette manière de faire, contrairement par exemple à une société. Donc avant de parler plus en détail de la micro-entreprise, il faut bien comprendre ce qu'est une micro-entreprise. Une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Et donc, il y a deux catégories, on va dire, d'entreprises dans la société qui existent. Il va y avoir les entreprises individuelles et les sociétés. Les entreprises individuelles, c'est quand l'entrepreneur, donc vous êtes assimilé à votre entreprise. En gros, vous êtes responsable de votre entreprise, c'est vous-même qui représentez votre entreprise. Donc, autrement dit, quand l'entreprise va gagner de l'argent, c'est vous qui gagnez de l'argent. Et donc, pour déclarer cet argent-là, il faudra le déclarer sur votre fiche d'imposition personnelle, puisque c'est votre argent. Maintenant, la société, à l'inverse, elle, est une personne morale. Ça veut dire que quand je crée ma micro-entreprise, c'est Axel. Mais quand je crée une société, c'est machin corp, Axel Corp, par exemple. Et donc cette personne morale, c'est une nouvelle personne. Elle est dissociée de mon corps. Et donc ça veut dire que cette personne-là a son patrimoine qui lui est propre. Ça veut dire que ces possessions ne m'appartiennent pas, et inversement. Donc ça veut dire que si, par exemple, j'achète quelque chose avec ma société, donc la société en elle-même achète quelque chose, c'est au nom de la société, c'est pas à mon nom. Donc ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, acheter au nom de la société quelque chose pour moi. C'est-à-dire que ma société ne peut pas acheter ma maison personnelle, puisqu'évidemment, il y aurait abus de biens sociaux. Et donc ça, c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu. Et donc ce qui se passe, c'est quand vous gagnez de l'argent avec votre société, c'est l'argent de la société. Donc si vous voulez l'avoir vous-même en tant que personnel, en tant que personne, pour partir par exemple en vacances, il va falloir donc sortir l'argent de la boîte. C'est cette expression qui est assez connue. Donc comprenez bien la différence, c'est que vous allez avoir d'un côté la société qui est dissociée de l'entrepreneur, où l'argent et la possession sont dans l'entrepreneur, côté entreprise je veux dire, société, et vous avez l'autre côté l'entreprise individuelle, où là c'est vous-même qui représentez votre micro-entreprise. Donc ça veut dire que si vous êtes micro-entrepreneur, que vous avez des dettes, ça peut s'impacter sur vos propriétés à vous, alors qu'avec une société, ça s'impactera que sur la société. Voilà, donc ça c'était une notion qui est hyper importante à comprendre. Et donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de notion de salaire, puisque comme en tant qu'entreprise individuelle, vous allez recevoir en fait l'argent, donc c'est sur votre compte dédié à la micro-entreprise, mais ça reste associé à vous. Vous n'allez pas avoir de salaire, c'est un revenu que vous allez avoir. Et il n'y a pas de notion de ce mois-ci je me verse 500 €, je me verse 1000 €, parce qu'en fait, une fois que vous allez avoir l'argent, c'est votre argent à vous.
Donc, quelle est la différence entre une entreprise individuelle et une micro-entreprise? La micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, mais qui va bénéficier de deux choses. Qui va bénéficier du régime micro-fiscal. Donc ça, c'est ce qui concerne les impôts, tout simplement. Vous allez pouvoir, pour cette partie des impôts, choisir soit le régime classique, on va y revenir. Le régime classique, c'est vous allez faire une déclaration une fois par an de votre impôt sur le revenu, vous allez payer des impôts une fois par an, bim, ça fait mal. Deuxième cas, quand vous allez être dans le régime microfiscal, vous allez pouvoir choisir le régime du versement libératoire. Et donc c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir payer votre impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations. Et donc ça justement c'est la deuxième branche de la micro-entreprise, c'est que vous allez pouvoir choisir pour le social le régime micro-social. Et donc ça concerne vos cotisations et vos contributions sociales. Une société classique, pour payer ses cotisations et ses contributions sociales, c'est lorsqu'elle va payer un salaire, c'est sur ce salaire-là qui va être payé, donc le salaire brut vs le salaire net, cette différence, ça va être des cotisations et des contributions sociales. Comme vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas de notion de salaire. Donc, c'est sur votre revenu, sur votre chiffre d'affaires que vous allez payer vos cotisations. Donc, c'est tout simplement, c'est même très simple, c'est un régime simplifié qui vous permet de payer vos cotisations, donc ces fameuses cotisations et contributions sociales, avec un pourcentage sur votre chiffre d'affaires, donc ce que vous gagnez, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Vous allez avoir deux trucs à payer, c'est tous les mois ou tous les trimestres vos cotisations et les impôts. Donc c'est soit une fois par an, soit tous les mois ou tous les trimestres si vous le choisissez de le faire en versement libératoire. Voilà, on a vu un petit peu grosso modo ce qu'était la micro-entreprise dans sa globalité. On va rentrer plus dans le concret. Comment devenir micro-entrepreneur? Quelles sont les étapes à faire une à une? Ok, donc premièrement, on va passer la liste des étapes. Donc il va falloir définir ces paramètres de sa micro-entreprise. Moi, je vais vous donner quelques conseils sur ça. On va ensuite voir comment créer son statut. Est-ce qu'on le fait soi-même? Est-ce qu'on le fait déléguer, accompagner, comme je vous le disais? Comment est-ce qu'on va ouvrir son compte bancaire? Chez qui? Et pourquoi? Est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire? Comment choisir son outil de comptabilité, donc qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé? Sachez également une chose, par contre, c'est qu'en tant que micro-entrepreneur, il est obligatoire de tenir un livre des recettes. Et donc ça, c'est obligatoire. Donc soit vous le faites dans un Excel, ce que je ne vous recommande pas, soit vous passez par un outil de comptabilité. Donc ensuite, vous pourrez souscrire à une complémentaire, un contrat de prévoyance si vous le souhaitez, un contrat de responsabilité civile professionnelle. On va voir un peu plus en détail ce qu'est ça justement dans les sections définies. Mais avant ça, si vous voyez cette liste-là d'éléments, si aujourd'hui vous vous sentez complètement perdu, que vous avez besoin d'un truc étape par étape avec un petit questionnaire, où est-ce que j'en suis, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai créé une petite formation. Donc, c'est simplement un petit guide, étape par étape, où vous allez pouvoir cocher les différentes étapes. Ça vous permet d'avoir une petite checklist rapide, de ne rien oublier, d'avoir tous les liens que je vous présente dans cette vidéo à un seul endroit. Vous allez pouvoir cliquer dessus et y aller, etc. Et poser vos questions dans lesquelles je pourrai répondre. Donc, c'est une petite formation qui est gratuite. Donc, je vous mettrai le lien en description. C'est go.excelparis.fr/checklist micro. Donc, maintenant, on va rentrer dans le détail. Comment choisir ces paramètres de micro-entreprise? Premier paramètre, ça va être le choix de sa fréquence de déclaration. Donc comme on l'a vu, les cotisations, ça va se payer sur votre chiffre d'affaires, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir soit les payer tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Ça c'est plutôt, moi en tout cas je le recommande plutôt quand vous faites peu de chiffre d'affaires, donc vous n'avez pas envie de vous embêter à tous les mois à aller déclarer votre chiffre d'affaires, et quand vous faites 0 € de chiffre d'affaires, il faut déclarer 0 €. Donc dans ce cas-là, peut-être que le format trimestriel, c'est plus intéressant pour vous. Cependant, moi, je vous recommande plutôt le format mensuel. Pourquoi? Parce que, alors déjà, pour ceux qui ont beaucoup de chiffre d'affaires, ça vous permet d'avoir une trésorerie qui est plus fluidifiée. Ça vous permet d'éviter de payer une fois tous les 3 mois, bim, 20%, 22% de cotisation sur 3 mois de chiffre d'affaires, ça peut faire très mal. Enfin, en tout cas, ça peut faire très mal d'un coup à la trésorerie. Ça vous permet d'éviter les oublis, puisque vous pouvez vous mettre des rappels tous les mois. C'est facile à comprendre. Je sais, le 2 du mois, il faut que je fasse ma déclaration. Ça vous permet de faciliter la comptabilité. Vous voyez le moins de l'URSSAF une fois par mois, vous comprenez pourquoi, parce que c'est le mois d'avant, c'est beaucoup plus simple. Et vos cotisations sont prévisibles. Vous savez que vous avez fait tant de ce mois-ci, donc vous savez que le mois d'après, vous allez payer X% de votre chiffre d'affaires. Si vous faites du chiffre d'affaires pendant 3 mois, après vous allez oublier, ah putain, c'est vrai qu'il y a 3 mois, j'ai fait un super mois, alors que là, j'ai fait 2 mois tout pourri, et je m'en souviens plus, etc. Donc bref, moi, c'est le format que je vous recommande, c'est le format mensuel. Donc c'est pour ça que je recommande ce format-là. Maintenant, on va voir le deuxième choix à faire, qu'on a parlé juste avant. Ça va être le choix du régime classique pour l'imposition. Donc là, c'est sur l'impôt sur le revenu. Donc on a vu les cotisations, ça c'est la partie sociale. Maintenant, l'impôt sur le revenu, parce que vous gagnez de l'argent. Vous avez soit le régime classique, soit le régime du versement libératoire. Donc, c'est une notion qui est un petit peu compliquée, accrochez-vous, ok? Donc le régime classique, c'est quoi? C'est vous allez payer l'impôt sur le revenu lors de votre déclaration fiscale annuelle. Comme je vous l'ai dit, c'est en même temps que vous faites votre déclaration quand vous gagnez
Par exemple, si vous avez des revenus locatifs, si vous avez un salaire, etc., une fois par an, vous devez faire votre déclaration d'imposition. Si vous êtes étudiant ou vous êtes encore attaché au foyer fiscal de vos parents, dans ce cas-là, il faudra faire cette déclaration-là sur la feuille de déclaration de vos parents. Donc on imagine que vous le faites pour vous. Comment ça va fonctionner? Imaginons que vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires sur une année. L'année d'après, donc vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires en 2021. En 2022, vous devez payer votre impôt sur le revenu, vous devez faire votre déclaration. Donc vous allez dire, j'ai gagné 10 000 euros de revenus de chiffre d'affaires. Donc c'est ce que j'ai encaissé, c'est mon chiffre d'affaires hors taxe, mais le hors taxe, on va en reparler juste après. Et bien, sur ce chiffre d'affaires-là, en fonction de la catégorie du chiffre d'affaires, si c'est pour si c'est pour de l'achat-revente, et donc il y aura un abattement de 71% sur ces revenus-là, je vais m'expliquer juste après. Si c'est pour des bénéfices industriels et commerciaux, il y aura un abattement de 50%, et pour du bénéfice non commerciaux, il y aura un abattement de 34%. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'État va prendre ces 10 000 euros, va dire, ok, je vais appliquer une soustraction, enfin, je vais enlever, par exemple, si vous faites de la prestation de service, vous êtes graphiste ou développeur, vous êtes probablement en BNC, en bénéfices non commerciaux. Donc, ils vont prendre 10 000 euros, ils vont considérer que vous avez gagné 10 000 euros moins 34%. Parce qu'en fait, ces 34%, c'est pour inclure dedans vos cotisations sociales que vous avez dû payer, et également peut-être vos charges, vos frais, etc. C'est pour ça que l'achat-revente, vous allez avoir un abattement qui va être plus fort, parce que 71%, ça prend en compte que probablement vous avez fait de l'achat de matières premières pour ensuite les revendre, donc vous avez dépensé plus que quelqu'un qui est juste graphiste, par exemple, ce qui est plus normal. Donc il faut bien comprendre que vous allez déclarer votre chiffre d'affaires que vous aurez encaissé, et c'est ensuite les impôts qui vont appliquer cet abattement. Donc quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, c'est pas à vous de faire moins 34% sur votre chiffre d'affaires. Vous allez déclarer exactement combien vous avez gagné votre chiffre d'affaires hors taxe. Donc cet abattement va s'appliquer. Donc là, l'État va considérer que, par exemple, que vous avez gagné donc 10 000 moins 34%, ça va faire 6 000 et quelques. Oui, c'est ça, 6 000 et quelques. Et bien, ces 6 000 et quelques vont venir s'ajouter à à vos autres revenus. Donc si par exemple vous êtes salarié, que vous gagnez déjà 30 000 euros sur l'année, que vous avez donc ces 6 000 euros qui vont se rajouter, vous allez avoir donc ces 30 000 plus 6 000, et ensuite ça va aller sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc un petit rappel sur ça, comment ça fonctionne, c'est vous allez avoir, donc par exemple, jusqu'à 10 000 euros sur vos 10 premiers 1 000 euros gagnés, vous allez payer 0%. Des 10 000 premiers euros jusqu'aux 27 000 euros, vous allez payer 11%, puis 30%, puis 41%. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez gagner 30 000 euros en tant que salarié, les 10 premiers 1 000 euros que vous aurez gagnés, vous allez payer 0% dessus. Ensuite, de 10 000 à 26 000, donc là vous allez payer 11%, donc là ça fait 11% de 26 moins 10 000, puis ensuite de 26 à 74 000 et quelques, là-dessus vous allez payer donc un petit bout qui va vous rester sur vos revenus de salarié, et vous allez payer 30% sur les 6 000 que considère l'État lié à votre micro-entreprise. Si par exemple vous êtes juste micro-entrepreneur mais que vous n'êtes pas salarié, que vous êtes juste micro-entrepreneur, si vous gagnez, donc on va dire 10 000 euros, abattement 34%, donc il vous reste 6 000 euros que l'État considère, vous voyez que vous n'allez pas payer d'impôt, puisque jusqu'à 10 000 euros, vous allez payer 0% d'impôt sur le revenu. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc ça c'est premier choix. Deuxième choix, ça va être le régime du versement libératoire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Cette autre manière de faire, ça va être le fait de payer votre impôt de la manière suivante. Ça va être forfaitaire, ça va être un pourcentage qui va être connu à l'avance en fonction de votre type d'activité. Ça va être simplifié, puisque vous allez le payer en même temps que vos cotisations. Donc si vous avez choisi à l'étape d'avant le paiement mensuel, ce sera tous les mois. Si c'est le paiement trimestriel, ce sera tous les 3 mois. Et donc, quel est ce pourcentage-là que vous allez payer? Donc c'est sur votre chiffre d'affaires. Si vous faites de la vente de marchandises, donc des bénéfices industriels et commerciaux, ce sera 1% de votre chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que vous encaissez 100 euros, vous payez 1% en impôt sur le revenu sur le mois ou sur le trimestre. 1,7% pour les prestations de services artisanales et commerciales, donc cette définition-là, on va le revoir, et 2,2% pour les prestations de services, donc des activités libérales. Donc grosso modo, quand vous êtes graphiste développeur, ça va plutôt être les 2,2% qu'on a vu juste avant. Une chose à savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on va plutôt choisir l'un que l'autre. Donc c'est un calcul à faire, donc je vous laisserai faire le calcul en estimant votre chiffre d'affaires que vous allez faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous savez que vous n'êtes pas imposable, si par exemple vous savez que vous lancez votre micro-entreprise, vous n'avez pas de revenus salariés, vous allez faire votre première année par exemple à 10 000 euros ou 12 ou 15 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, ce que je vous conseille, c'est justement de ne pas prendre le versement libératoire. Parce que imaginons vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, comme on a vu juste avant.
Vous allez avoir un abattement par exemple de 34%, donc vous allez tomber à 6 000 et quelques euros de revenus que considère l'État. Donc dans le cas du régime classique, vous allez payer 0% d'impôt. Le problème avec le régime du versement libératoire, et si vous savez que vous allez faire que 10 000 euros la première année, eh bien vous allez quand même payer vos 2,2% de votre chiffre d'affaires. Donc ça va faire 2,2% fois 10 000 euros. Donc je ne sais pas exactement combien ça correspond. Ça va correspondre à peut-être 30, 40 euros, je ne sais pas exactement. Bref, vous allez quand même payer des impôts alors que normalement vous ne devriez pas les payer. Donc c'est un calcul à faire. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Bref, je vous mettrai sûrement des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Maintenant, troisième paramètre à choisir, ça va être de son code APE, son code NAF, ça va être votre catégorie d'activité. Donc c'est un code qui décrit bien en fait votre catégorie d'activité qui est attribuée par l'INSEE afin de faire des statistiques tout simplement. Donc ce code APE, il doit représenter votre activité principale. Donc si par exemple vous êtes livreur Uber Eats, demande à avoir un code APE qui est le 53200Z, qui, entre parenthèses, donc ça c'est l'intitulé, autre activité de poste et de courrier. Par exemple, si vous êtes développeur et que vous voulez faire du développement informatique, ce sera le code APE 62017, programmation informatique. Franchement, il y a de nouveaux métiers qui existent. On a des UX designers, des développeurs, des data scientists, etc. Tous ces métiers-là ne vont pas rentrer dans une case de l'INSEE. Donc, essayez de trouver une case qui correspond plus ou moins à votre activité. En soi, c'est pas hyper important d'avoir le bon code de l'INSEE. Ce qui est hyper important, c'est de déclarer correctement votre chiffre d'affaires et qu'il n'y ait pas d'oubli à ce niveau-là. Mais sur la catégorie de votre activité principale, c'est pas important. Mais bon, essayez de quand même choisir quelque chose qui se rapproche à votre activité idéale. Ensuite, à savoir, c'est que votre micro-entreprise, quand vous allez la créer, vous allez avoir une dénomination donc qui va être votre patronyme, votre prénom et nom. Donc moi, quand j'ai créé ma micro-entreprise, c'était Monsieur Axel Paris. Tout simplement parce que votre micro-entreprise n'a pas de patrimoine propre, elle est assimilée à vous, comme on l'a vu juste avant, c'est une entreprise individuelle. Donc vous pouvez tout à fait avoir un nom commercial, vous pouvez demander à avoir un nom commercial, mais ça n'a aucune valeur juridique. Ça veut dire que sur vos factures, il faudra tout de même mettre votre nom, prénom et pourquoi pas votre nom commercial, ou alors votre nom commercial et mettre votre nom, prénom, mais ça n'a pas de valeur juridique. Donc quand vous éditez une facture, il faudra quand même mettre votre nom, prénom. Ensuite, si vous pouvez choisir votre début d'activité plutôt en début d'année, c'est mieux. Je vous expliquais pourquoi en lien avec la CFE, puisque vous êtes exonéré, enfin en tout cas la première année d'exercice de votre micro-entreprise, vous êtes exonéré de la CFE, donc c'est plutôt un bon point, et donc vous n'allez pas la payer. Donc si vous démarrez votre activité en janvier, en février, jusqu'en avril par exemple, pendant 6 mois d'activité ou 6 mois, 1 an d'activité, vous n'allez pas payer de CFE. Alors que si vous démarrez par exemple en novembre, décembre, vous allez devoir faire votre déclaration de CFE et donc en fait 2 mois d'activité et puis l'année d'après, en fin d'année d'après, vous allez devoir payer la CFE. On va y revenir quand on va parler de la CFE juste après. Mais voilà, grosso modo, si vous pouvez choisir, faites-le plutôt en début d'année, sinon c'est pas énorme, c'est pas grave non plus. Tout le monde peut se lancer n'importe quand. Ensuite, vous pourrez choisir une adresse professionnelle. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de domicilier votre micro-entreprise. Donc, la domicilier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez mettre une adresse quelque part. Donc, alors, à moins que vous ayez des locaux, par exemple, si vous êtes micro-entrepreneur, vous avez un local, là, vous n'allez pas mettre votre adresse personnelle, vous allez mettre l'adresse de votre local. Mais je parle du cas classique où les personnes travaillent de chez eux, ils n'ont pas de local, donc ils vont pas envoyer le courrier quelque part ailleurs, alors qu'ils pourront pas le récupérer. Donc du coup, en général, on domicilie sa micro-entreprise chez nous. Mais vous pouvez domicilier votre micro-entreprise ailleurs. Donc par exemple, il y a un partenaire de cette vidéo qui s'appelle Legal Place, qui a un service de domiciliation, qui vous permet de domicilier votre micro-entreprise directement, alors eux, en l'occurrence, c'est sur les Champs-Élysées. Ça vous permet plusieurs choses. Donc ça vous permet notamment, par exemple, d'avoir une CFE qui va être moins élevée que, pourquoi pas, dans votre ville. Alors ça va dépendre de votre ville. Si vous êtes dans une grosse agglomération, comme par exemple Bordeaux, Lyon, etc., votre CFE, normalement, ne sera pas très élevé. Mais si vous êtes dans une petite commune et que vous faites un gros chiffre d'affaires, votre CFE peut être assez élevé. Et on va le revoir juste après. Mais en tout cas, le fait de domicilier sa micro-entreprise, comme la CFE dépend de votre localisation, eh bien ça peut être bien de la mettre à Paris. Ensuite, vous allez avoir différents services avec ça. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer votre courrier qui est domicilié à Paris, eh bien, ils vont pouvoir le scanner, vous l'envoyer par mail directement, puis ensuite, ils vont vous le rerouter chez vous. Et vous, ça vous permet aussi de ne pas afficher votre adresse publique aux gens où est-ce que j'habite. Si par exemple, vous êtes des influenceurs, ça peut être pratique de domicilier sa micro-entreprise, puisque comme ça, si on est influenceur, les gens ne peuvent pas savoir où on habite. Maintenant, pour le cas des étudiants et des chômeurs, quand vous allez créer votre micro-entreprise, ce que je vous conseille, c'est de vérifier, attention, à l'impact que va avoir votre futur chiffre d'affaires sur votre chômage du coup, mais aussi sur l'impôt de vos parents si vous êtes étudiant, sur vos aides, et sur aussi les impôts de vos parents. Puisque si vous êtes étudiant, eh bien vous avez gagné du chiffre d'affaires,
De 1, vous allez augmenter vos ressources, donc au niveau de la CAF, il faudra le déclarer, donc vous n'allez peut-être pas forcément avoir les mêmes aides pour la CAF. Par contre, vous allez peut-être pouvoir demander la prime d'activité, donc là c'est autre chose, mais voilà, peut-être que la CAF va baisser, c'est possible. Ça dépend du montant de votre chiffre d'affaires. Et aussi de l'impôt pour vos parents, parce que vous allez faire du chiffre d'affaires, vous allez le déclarer sur la fiche d'imposition de vos parents, c'est vos parents qui vont payer des impôts pour vous, donc bon voilà, à vous de vérifier ça. Maintenant, comment est-ce qu'on concrètement on crée son statut? Allez, on rentre plus dans du concret. Soi-même, en passant par l'URSSAF ou par guichet entreprise. Donc si vous êtes en activité libérale, en général, ça va être de passer par l'URSSAF. Je crois que l'URSSAF maintenant prend même les activités qui sont non libérales, donc vous pouvez tout faire par vous-même. C'est sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, il n'y a qu'un seul site, c'est le site obligatoire, enfin c'est le site officiel, etc. N'allez pas sur les autres sites qui paraissent obligatoires et tout ça. Non, il y a un seul site qui est officiel, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est sur ce site-là que vous allez payer vos cotisations. C'est un site qui ressemble à ça. Donc de toute façon, bon, c'est pas très moderne, mais vous allez vite le reconnaître. Donc là, vous avez ce choix-là, ou vous pouvez le faire délégué accompagné. Donc vous avez plein de sociétés qui vous permettent de créer votre micro-entreprise. On a Legal Place, Hello My Business, Abi, Portail Micro-entrepreneur, la banque Shine. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de passer par une solution déléguée. Pourquoi? Parce qu'on gagne du temps, on s'évite les formulaires, on comprend pas trop les intitulés, etc. Donc ça, c'est mon opinion. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de le faire. Mais après, à vous de choisir la solution qui vous convient. En tout cas, si toutefois vous voulez le faire déléguer, moi, ce que je vous recommande, c'est de passer par Shine. Donc Shine, c'est quoi? C'est une banque en ligne. C'est une banque en ligne, donc sur une application mobile, etc. Et ils ont un service qui s'appelle Shine Start et qui vous permet de créer votre micro-entreprise en même temps que votre compte dédié à votre micro-entreprise. Donc l'avantage de faire ça, c'est que vous allez avoir qu'un seul interlocuteur, donc pour poser vos questions et puis pour avoir votre numéro de siret, etc. Vous allez parler dans l'appli ou au chat de Shine. Vous allez avoir des démarches qui vont être simplifiées, donc via un formulaire web ou un formulaire du téléphone, donc c'est simple à mettre en place. Et vous allez avoir donc 6 mois de Shine basique offert. Donc en gros, c'est 6 mois de compte bancaire dédié, de leur offre compte bancaire classique, 6 mois offerts pendant un mois. Donc sachant que le compte bancaire coûte à peu près 7,90 par mois, ça vous permet, grosso modo, par rapport au prix que coûte Shine Start, ça vous permet en fait de créer votre micro-entreprise gratuitement, simplement comme si vous payiez simplement votre compte bancaire. Donc l'offre, vous avez une réduction en plus en passant par mon lien, donc c'est sur go.excelparis.fr. Je vous mettrai aussi tous les détails en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller chez eux. Moi j'ai emmené pas mal de monde chez eux, les gens étaient très satisfaits, donc vous pouvez y aller sans problème. Moi je recommande vraiment Shine sur cette partie-là. Ensuite, quand vous allez créer votre micro-entreprise, donc que ce soit avec l'URSSAF, que ce soit avec Shine, vous allez recevoir votre numéro de siret. Alors ça va dépendre si vous passez par une société qui est déléguée, soit vous allez directement le recevoir en version texte déjà, mais de toute façon, vous allez recevoir un courrier postal qui va ressembler à ça. Ça va être un extrait cabis ou un extrait sirène, voilà, c'est un document sur lequel, grosso modo, vous allez retrouver ce qu'on appelle un numéro de siret. Ce numéro de siret, c'est un chiffre voilà, qui est composé ici, c'est votre identification de votre micro-entreprise. Donc toutes les sociétés, toutes les entreprises ont un identifiant, et bien tout simplement, c'est votre identifiant à vous. Donc gardez-le bien précieusement, ce document-là, il est important, mettez-le dans un classeur ou une pochette, etc. Et ce numéro-là, moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre toujours sur votre ordinateur, dans un bloc-notes, etc., puisque ça va vous servir quand vous allez vous inscrire sur des plateformes de freelance comme par exemple Malte, Upwork. Enfin non, Upwork c'était Malte, mais sur toutes les plateformes de freelance, quand on vous demande votre numéro de siret ou quand vous allez éditer vos factures, il faudra mettre votre numéro de siret. Bref, chaque fois c'est un numéro qui est hyper important. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous allez créer votre micro-entreprise, ça va être de faire votre demande d'ACRE. La demande d'ACRE, c'est à qui est-ce que ça correspond? Ça correspond qui est éligible à cette demande. Grosso modo, il y a plusieurs critères, mais ça correspond aux gens qui ont entre 18 et 25 ans, ou les chômeurs et les personnes qui bénéficient du RSA. Vous avez 45 jours maximum pour faire votre demande. Donc faites-le dès le moment où vous créez votre micro-entreprise, faites les démarches. Donc comment est-ce que ça marche? Enfin surtout, à quoi ça sert l'ACRE, puisque du coup je ne l'ai pas décrit. L'ACRE, ça vous permet de payer que 50% de vos cotisations pendant les 4 premiers trimestres. Donc pendant un an, vous allez payer la moitié de vos cotisations que vous êtes censé payer. Donc ça vous permet de démarrer tranquillement, sans vraiment payer trop de charges. Donc c'est vraiment plutôt cool. En plus, ça vous prend pas non plus trop de temps à le faire. Donc vraiment, faites-le. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Grosso modo, c'est un document qui ressemble à ça. Donc c'est un petit peu relou à remplir. Mais vraiment, faites-le. Vous pouvez le faire, donc vous pouvez retrouver ce document-là sur le site de l'URSSAF. Vous avez des services qui vous permettent de faire votre déclaration d'ACRE rapidement. Shine, je crois, vous accompagne sur comment remplir ce document-là. Donc si ça vous intéresse,
Voilà, vous avez tous les liens en description. Et une fois que vous allez faire cette demande-là, donc une fois que vous avez rempli tout ce document-là, donc c'est juste une ou deux pages, hein, c'est pas énorme, hein, ça prend vraiment une petite demi-heure grand maximum. Vous allez ensuite aller sur le site de l'URSSAF, remplir le formulaire de contact et leur envoyer en pièce jointe cette demande d'ACRE. Et donc ensuite, vous allez pouvoir pendant 1 an payer 50% de moins. Donc faites-le, c'est hyper utile. Ensuite, point suivant. Une fois que vous avez créé votre micro-entreprise, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est quoi les étapes d'après? Parce qu'il y a des étapes d'après. Ça va être de choisir un compte bancaire dédié à son activité. Donc hyper important, la notion de compte bancaire dédié est obligatoire uniquement si vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires encaissé par an sur 2 ans consécutifs. Donc c'est une grande phrase pour vous dire quoi? En gros, si vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutivement, eh bien vous pouvez encaisser sur votre compte perso. Cependant, moi je vous recommande très fortement d'avoir un compte bancaire dédié à votre micro-entreprise, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Vous avez votre compte pro, vous avez votre compte perso, c'est hyper simple à gérer. Ça vous permet aussi de, par exemple, si vous avez un outil de comptabilité, vous allez connecter votre compte bancaire pro à votre outil de comptabilité et ça vous évite d'avoir la pagaille avec votre compte bancaire perso, de mélanger paiement d'un café, paiement d'un café à 2,95 € et un versement que vous faites à 1 000 €. Enfin bref, moi je vous recommande d'ouvrir un compte bancaire dédié. Une chose hyper importante à savoir, c'est qu'il y a une grosse différence entre un compte dédié à une activité et un compte professionnel. Ce qu'il faut avec la micro-entreprise, c'est un compte dédié. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte professionnel. Ceci étant, ouvrir un compte professionnel vous donne droit à des avantages ou en tout cas à des assurances, par exemple, qui vont être différentes qu'un compte bancaire classique. Par contre, je ne dis pas qu'il faut ouvrir un compte bancaire, par exemple, chez Revolut ou chez N26 ou chez n'importe quelle autre banque, etc. Pourquoi? Parce que en fait, moi je vous conseille plutôt de payer pour un compte professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le compte dédié, il y a des gens qui ont ouvert par exemple un compte chez N26 en mode compte courant classique et ils se sont fait fermer leur compte parce que il y a une activité professionnelle qui est liée à ça. Et ça, dans les conditions générales des comptes courants classiques qu'on peut retrouver pour les particuliers, il est expressément dit dans la plupart des banques, donc Revolut, N26, par exemple, je cite que ces banques en ligne là, qu'on n'a pas le droit de faire d'activité professionnelle sur ces comptes-là. Parce que, ce qui va se passer, c'est qu'eux vont voir qu'il y a un prélèvement qui va être fait par l'URSSAF, donc ils vont voir, ah ben tiens, c'est professionnel, on peut clôturer le compte, et donc vous pouvez vous faire clôturer le compte. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par un compte professionnel. Ok, ça va peut-être vous coûter un petit peu d'argent. Vous avez aussi le compte professionnel, par exemple, de Revolut. Donc, vous avez Revolut Business qui vous permet d'avoir un compte bancaire. Vous avez N26 Business qui vous permet d'en avoir un. Par contre, avec ces comptes-là, c'est que vous allez avoir un IBAN qui ne va pas être français. Vous allez avoir un IBAN lituanien ou allemand, mais pas un IBAN français. Donc, c'est pour ça que voilà, comme je vous le disais, le compte bancaire est fortement recommandé. Et donc vous avez deux choix. Soit vous passez par les banques traditionnelles pour avoir un IBAN français, donc par exemple le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, etc. Là, vous allez vous faire défoncer en termes de frais bancaires. Donc moi, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Moi, c'est plutôt les banques en ligne. Donc les banques en ligne, moi, ce que je peux vous recommander, c'est de passer par Shine, justement. Alors vous avez Shine, vous avez Conto, vous avez Revolut Business, comme je vous le disais. Mais moi, je vous recommande plutôt Shine. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, moi, je suis client chez eux, donc je suis très satisfait. Je peux vous donner mon retour sur ça. Et il y a différents avantages à cet outil-là que d'autres n'intègrent pas. Par exemple, Shine avec leur compte bancaire, quand par exemple vous allez prendre un Shine Start, vous allez avoir 6 mois de Shine Start offert, 6 mois de Shine Basic offert, vous allez aussi avoir ces avantages-là. Donc vous allez pouvoir avoir un outil de facturation intégré à Shine, donc ça vous permet, au lieu de choisir par exemple un outil comme Freebie, Abi, etc., qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, vous allez avoir tout dans votre application. Donc si vous n'avez pas de gros besoins de facturation, avoir juste avoir une application Shine avec édition de facture, édition de devis, mes clients, voilà, c'est simple. Si vous faites 2 factures par mois, prenez Shine et vous n'allez pas vous embêter, je vous assure. Ensuite, vous allez avoir le support. Donc, si vous avez des questions à poser sur comment fonctionne l'application, si vous avez des problèmes, etc., moi, j'ai toujours eu mes réponses au support, personnellement. L'interface est hyper simple. Ça, c'est l'avantage des banques en ligne, hein, grosso modo, c'est que eux, ils vont avoir un gros service sur l'expérience utilisateur. Donc, l'interface est hyper sexy, ça marche bien, c'est fluide et tout. Vous allez avoir des cartes virtuelles que vous allez pouvoir utiliser. Alors, avec la version, la version plus basse de Shine, c'est payant, c'est 2 € par carte virtuelle, mais si vous prenez des abonnements supérieurs, par exemple l'abonnement Premium et tout, je crois que vous en avez 1 ou 2 offertes dans l'abonnement. Et vous allez pouvoir ajouter votre carte avec Apple Pay et Google Pay, donc payer avec votre téléphone, payer avec votre compte Shine avec Apple Pay par exemple. Shine est disponible en version web, en version mobile, et vous allez avoir une assistance juridique. Donc bref, il y a pas mal d'avantages.
en grosso modo, à quoi est-ce que ça ressemble? Bon, ben ça, par exemple, ça, c'est mon compte Shine. Donc, c'est une application qui est très sobre, qui est très jolie, c'est blanc, c'est joli, voilà, il y a 3 icônes. Ça marche très bien. On peut voir les transactions, on peut ajouter un reçu si on le veut pour après faire un export comptable. On va avoir aussi sur l'interface une petite partie qui nous dit à la fin du mois ou à la fin du trimestre, vous allez payer tant en cotisation, donc vous allez avoir tant qui va vous rester. Donc c'est plutôt cool comme interface. Et donc, si ça vous intéresse, eh bien, en passant par mon lien, vous avez donc, alors en gros, pour Shine, vous pouvez soit passer sur Shine Start et du coup créer votre micro-entreprise, avoir 6 mois de Shine de compte bancaire gratuit, ou sinon, si vous voulez juste prendre le compte bancaire, vous pouvez passer par, pareil, le même lien, go.excelparis.fr/shine, et vous aurez 2 mois offerts sur l'abonnement de votre compte bancaire. Maintenant, on va parler d'outils de comptabilité. Alors là, on a vu le cas juste avant avec Shine pour quelqu'un qui voulait juste faire 1 ou 2 factures par mois, qui avait un seul client ou 2 clients. C'était simple, même si vous avez plusieurs clients, vous pouvez le faire avec Shine, mais vous allez avoir certaines limites. Et donc c'est pour ça que moi je recommande donc des outils de comptabilité. Donc premier choix, vous voulez vous orienter 100% banque. Donc vous voulez avoir pour la banque une banque, donc vous allez pouvoir avoir Shine, Conto par exemple. En outil de comptabilité, vous allez pouvoir avoir Shine et Conto. Conto vous permet aussi de le faire, mais c'est un petit peu moins bien, ou en tout cas vous n'avez pas de CRM. De CRM, c'est du coup d'éléments qui vous permettent d'éditer des factures, d'éditer des devis et d'éditer des clients. Et donc, c'est justement l'utilité d'un outil de CRM, c'est justement que, par exemple, Shine vous permet de le faire. Donc, Shine, vous pouvez le faire. Bon, c'est un petit peu limité puisque vous avez, eux, de base, c'est une banque, c'est pas un outil de comptabilité, mais c'est vraiment suffisant, largement suffisant, quand vous voulez faire, comme je vous disais, quelques factures par mois. Le deuxième cas de figure, c'est que vous voulez utiliser un outil spécialisé, aller vraiment plus loin. Dans ce cas-là, moi je vous recommande encore une fois Shine comme banque. Vous avez aussi Conto. Alors j'ai fait un comparatif sur Shine vs Conto. Le constat est que moi personnellement je recommande Shine, mais vous pouvez quand même voir ce comparatif. Il a été objectif, je vous assure. Et donc j'ai fait une vidéo, voilà, je vous mettrai le lien. Ensuite, dans l'outil de comptabilité, vous pouvez utiliser Freebie ou Abi. C'est un tout nouvel acteur sur le marché. 2 outils vraiment très intéressants. Moi je suis chez Freebie. Je vais vous le présenter dans un instant. Et un outil de CRM, pareil, Freebie et Abi vous permettent de le faire. Mais les autres outils que j'ai mis entre parenthèses ne vous permettent pas vraiment de le faire. Par exemple, Comptalib, ça peut vous servir d'outil de comptabilité, ça vous sert d'outil de comptabilité, mais pas vraiment d'outil de CRM. Par contre, Facture.net, ça vous permet d'être un outil de CRM, mais pas un outil de comptabilité, parce qu'en fait, il n'y a pas le rapprochement bancaire. Donc, ma recommandation personnellement, c'est que quand vous faites une bonne activité, c'est plutôt d'avoir une activité avec qu'un outil spécialisé. Donc pour ça, moi je recommande Freebie, parce que Freebie, je suis client chez eux et je suis ambassadeur, c'est pas pour rien, parce que j'adore ce produit. Pour moi, c'est un outil qui est tout en un. Les avantages, c'est que déjà, vous allez avoir un CRM, vous allez pouvoir gérer vos clients, savoir combien est-ce qu'ils ont fait de chiffre d'affaires, donc avoir des statistiques. Donc c'est cool, parce que on peut savoir comment la micro-entreprise évolue, comment on peut la piloter en fait, avec ses statistiques, son tableau de bord. On va avoir des factures, des devis, des avoirs, donc tous les documents comptables qu'on aimerait avoir dans un outil, on a tout ça. On a le rapprochement bancaire qui va être automatisé, donc vous allez connecter votre compte bancaire quand vous allez par exemple faire une facture de 1 000 € à un client. Vous allez encaisser 1 000 € 3 jours plus tard. Ce que va faire Freebie, c'est qu'il va voir, tiens, j'ai encaissé 1 000 €, il y a une facture de 1 000 €, et tiens, c'est bizarre, c'est le même client. Tiens, je le rapproche automatiquement. Et vous, comptablement, vous allez rapprocher chaque rentrée ou chaque sortie d'argent avec un document. Et donc ça, c'est ce qui vous permet de constituer votre livre des recettes. Ensuite, vous allez, comme je vous le disais, avoir un tableau de bord avec des statistiques, la jauge de la TVA, etc. Donc ça, on va le revoir juste après, une notion très importante. Vous allez avoir la télédéclaration des cotisations aussi, et d'autres fonctionnalités. J'ai fait une vidéo aussi pareil, assez complète sur les fonctionnalités de Freebie. Je vous mettrai aussi en description. C'est un outil qui coûte que 84 € par an. Et honnêtement, vu la quantité de temps que ça vous fait gagner, contrairement à si vous deviez gérer vos factures sur un Excel et tout, vraiment, ça vaut largement le coup. Donc moi, je suis client chez eux. Et donc, si ça vous intéresse, vous avez 2 mois offerts, encore une fois, en passant par mon lien go.excelparis.fr/freebie. Un nouvel acteur sur le marché vient d'arriver, qui s'appelle Abi. Donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est pour moi encore assez stable, mais ça va. C'est-à-dire qu'en fait, je suis chez Freebie, je ne vais pas encore passer chez Abi à l'heure actuelle, parce qu'il me manque certaines choses. Ceci étant, Abi vous permet d'ores et déjà d'avoir donc la gestion de vos clients, un CRM, des devis, des avoirs, des bons de commande et tout ça, le rapprochement bancaire,
Pour le moment, c'est pas encore automatique, ça c'est une fonctionnalité qui va arriver dans les prochains mois. Bon, ben, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Moi, pour le moment, c'est hyper important pour moi d'avoir ce rapprochement bancaire automatique. Donc, c'est pour ça que je ne migre pas encore chez Abi, puis en plus, ça fait aussi un effort de migration. Donc, si aujourd'hui, vous voulez créer simplement votre outil de comptabilité, bon, ben, là, maintenant, tout de suite, vous pouvez choisir entre Freebie et Abi, parce que ben, ça dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous allez pareil aussi avoir un tableau de bord de statistiques, de jauge et tout ça, la télédéclaration de vos cotisations, l'interface utilisateur est vraiment très bonne. Genre pour le coup, je trouve que c'est même mieux que Freebie. Freebie était déjà très bien par rapport aux autres outils, je vous assure que c'était très très bien et que ça me suffit amplement. Mais si vous voulez aller encore plus loin, moi je trouve que Abi vraiment a fait beaucoup d'efforts et je trouve que c'est vraiment très, très sympa, très fluide comme outil. Donc moi je recommande vraiment Abi. Et donc c'est pour le moment, enfin ils ont une version gratuite de leur abonnement. Il y aura un abonnement qui est payant mais qui aura juste des fonctionnalités supplémentaires, mais les fonctionnalités gratuites resteront gratuites. Donc c'est un abonnement qui va rester à venir. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez encore une fois aller sur go.excelparis.fr/abi. Je ne doute pas que d'ici les prochains mois, quand il y aura une version payante, j'aurai sûrement une réduction ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder la description, il y aura sûrement une offre en lien avec Abi plus tard. Ok, on a parlé de pas mal de choses sur quand on crée sa micro-entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va choisir sa comptabilité, sa complémentaire santé. Ça vous permet de vous protéger, donc c'est pas obligatoire, mais ça vous permet de vous protéger en tant que personne. Si par exemple vous n'êtes... première chose, ça vous permet déjà, à quoi ça sert? Ça vous permet de rembourser en complément de la sécurité sociale les soins, l'hospitalisation, les yeux, les dents. Donc en fait, quand par exemple vous devez aller chez l'ophtalmo, etc., vous avez une partie qui est couverte par la sécurité sociale, mais une autre partie qui n'est pas couverte. Donc si vous n'avez pas de complémentaire santé, c'est vous qui allez raquer et ça va faire mal. Donc moi je vous conseille d'en souscrire une si vous n'en avez pas une. Si vous êtes déjà salarié, normalement vous devez en avoir une, puisque eh bien vous êtes par exemple déjà salarié, peut-être que vous êtes déjà client chez par exemple Alan ou Generali, etc. En fait, l'employeur a une obligation d'assurer ses employés. Donc si vous êtes salarié, normalement vous devez déjà cotiser pour une complémentaire santé. Donc vous n'avez pas besoin d'en souscrire une nouvelle. Vous pouvez tout à fait le faire pour faire des compléments supplémentaires, mais je sais même pas si on peut, enfin si ça a une utilité, etc. Donc si vous êtes déjà salarié, ça sert à rien. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le faire. C'est ce que je vous recommande de faire justement pour couvrir vos soins. Vous avez Alan donc moi c'est cette complémentaire santé que j'ai en tant que salarié. Donc ma société, enfin l'entreprise dans laquelle je travaille en tant que salarié a comme complémentaire santé Alan et j'en suis très satisfait. L'interface est fluide, c'est cool, ça marche bien. Donc ils ont aussi une version pour les indépendants, les gens qui veulent devenir micro-entrepreneurs ou qui ont leur propre société. Vous pouvez y aller. Moi en tout cas, j'ai pas de partenariat avec eux, mais c'est vraiment vraiment bien, donc vous pouvez y aller. En contrat de prévoyance, donc là c'est plus pour ce qui va vous couvrir en cas d'accident majeur, donc incapacité de travail, invalidité, le décès. Donc par exemple si vous décédez, qu'il y ait une assurance pour les personnes qui restent après vous. Quand par exemple vous ne pouvez pas travailler, faut avoir des indemnités journalières, etc. Donc c'est différent c'est différent de la complémentaire santé. Parce que la complémentaire santé, ça va vous rembourser des soins, rembourser pour votre santé. Mais là c'est une assurance en cas d'accident majeur où vous ne pourriez pas travailler. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et enfin, dernière chose que vous pourriez souscrire, donc qui n'est encore une fois pas obligatoire, c'est la responsabilité civile professionnelle qui vous couvre donc sur les dommages qui vont être corporels, donc sur vous ou pour les autres, plutôt pour les autres, excusez-moi, sur le matériel, l'immatériel que vous pourriez causer une autre personne ou une autre entreprise. Donc c'est par rapport à une autre personne. Donc ça va être typiquement si vous êtes coursier à vélo, vous êtes en vélo, vous renversez quelqu'un, la personne vous demande réparation, et bien si vous avez une RC Pro, ce sera votre RC Pro qui va vous couvrir. Si vous n'en avez pas et que vous renversez quelqu'un, ça peut vous causer des problèmes. Pareil, si vous êtes développeur, que vous intervenez sur le site web, enfin sur un e-commerce, où vous faites une erreur et donc, le e-commerce n'est plus accessible, l'entreprise ne fait plus de chiffre d'affaires pendant 2 jours, mais donc ça fait un gros manque à gagner, eh bien vous allez être redevable, en tout cas ils peuvent vous embêter pour ça. Donc une ERC Pro vous protégera dans ce type de cas. Donc à vous de choisir si vous voulez en souscrire une ou pas, évidemment c'est votre responsabilité. Maintenant vous savez ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, pour récapituler, quand vous allez créer votre statut de micro-entrepreneur, voici toutes les étapes. Vous allez devoir définir vos paramètres. Déclaration mensuelle ou trimestrielle, choix du régime pour votre imposition. Vous allez ensuite créer votre statut.
On l'a vu, donc est-ce que vous le faites vous-même? Est-ce que c'est un peu compliqué? Ou est-ce que vous le faites déléguer, par exemple, par Shine? Ensuite, il faudra ouvrir votre compte bancaire. Donc, si vous le faites par Shine, vous aurez déjà votre compte bancaire dédié qui sera ouvert. Il faudra aussi choisir votre outil de comptabilité. Si vous faites peu de factures, Shine vous suffira. Donc, en gros, les 3 étapes, c'est en une seule étape. Mais sinon, si vous avez un gros volume de factures, je vous recommande plutôt Freebie ou Abi. Et vous pourrez souscrire donc à une complémentaire et ou une prévoyance et ou une RC Pro qui sont optionnelles. Félicitations, vous êtes maintenant micro-entrepreneur, bravo. On va continuer puisque là, on a encore d'autres choses à voir. On va parler du fonctionnement en détail de certaines choses de la micro-entreprise, mais avant ça, attention aux arnaques. Quand vous allez vous créer une micro-entreprise, donc votre adresse postale va être montrée sur Internet. Vous avez une option, je crois, pour le masquer. Donc ça va dépendre quand... Enfin bref, vous pourrez masquer, mais grosso modo, il est probable que vous receviez des arnaques. Ce qui est important à savoir, c'est que les choses obligatoires à payer, où vous devez avoir le logo de la France et tout ça, c'est les cotisations, l'URSSAF, donc là c'est sur le site de l'URSSAF, les impôts et la CFE. C'est 3 trucs obligatoires de la France que vous devez payer. Sinon, il n'y a rien d'autre. Donc si vous voyez un courrier avec une Marianne, enfin le logo de Marianne, etc., vous n'avez rien à payer, c'est pas obligatoire. Donc vous allez recevoir aussi beaucoup de courriers, ce que je vous disais, beaucoup de courriers postal avec vous devez payer code APE obligatoire et tout ça. C'est faux, c'est pas obligatoire. Il joue sur les détails. Donc à payer uniquement la CFE, les cotisations et l'impôt. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail sur le fonctionnement détaillé de la micro-entreprise. On va parler du vocabulaire employé. Ça, c'est hyper important. Il y a tellement de fautes. Donc vraiment, regardez bien cette section-là, c'est hyper important. On va parler des natures d'activité, les plafonds du chiffre d'affaires, le fonctionnement des cotisations, la déclaration du CA et comment payer ses cotisations, de la TVA et de la CFE. Ok, on va y arriver. Le point sur le vocabulaire, le chiffre d'affaires facturé. C'est quoi? C'est la somme des factures que vous avez mises. Donc, vous avez fait une prestation pour un client. Vous avez fait 2 prestations pour un client, vous allez lui faire 2 factures, une facture de 1 000 € et une autre facture de 1 000 €. Donc au total, vous avez fait 2 000 € de facturé, vous avez facturé 2 000 €. Mais donc ça, c'est votre chiffre d'affaires facturé, c'est pas votre chiffre d'affaires encaissé. Vous allez avoir donc une deuxième notion qui va être votre chiffre d'affaires encaissé, c'est la somme de l'argent réellement reçu sur votre compte bancaire. Donc vous avez facturé 1 000 €, puis vous avez facturé 1 000 € à votre client. Votre client, il a juste payé la première facture. Donc, il a payé que 1 000 €. Donc, vous avez 2 000 € de chiffre d'affaires facturé, mais que 1 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Et donc, ce qui est important à comprendre, pourquoi est-ce que je fais cette distinction-là? C'est parce que c'est le chiffre d'affaires encaissé, donc l'argent réellement reçu par votre micro-entreprise, c'est pas ce que vous avez facturé, mais ce que vous avez reçu, que vous allez déclarer à l'URSSAF en tant que chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires est hors taxe, on va en reparler quand on va parler de la TVA. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, c'est l'argent que vous avez réellement reçu, que vous allez payer. Vous n'allez pas payer de cotisation. Il ne faut pas payer de cotisation sur de l'argent que vous n'avez jamais touché. Donc, c'est que sur le chiffre d'affaires encaissé. Et enfin, 3e notion importante, ça va être le revenu. Ça va être le chiffre d'affaires encaissé. Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'est l'argent que vous avez réellement reçu, moins l'abattement considéré par l'administration fiscale de 34, 50 ou 71%. Et donc ça, c'est aux yeux de l'administration fiscale, c'est ça votre revenu. Et donc ça, ce revenu-là va être utile, par exemple, lorsque vous allez faire votre déclaration à la CAF, vous allez devoir, dans vos ressources, déclarer votre revenu. Et donc, si vous voyez la mention revenu, c'est bien votre chiffre d'affaires encaissé moins l'abattement. Donc là, c'est à vous de faire cette soustraction. Si vous demande votre chiffre d'affaires, ça correspond à votre chiffre d'affaires encaissé. C'est c'est un non-dit, mais quand on vous demande votre chiffre d'affaires, c'est votre chiffre d'affaires encaissé, ce que vous avez reçu, ce que vous avez gagné dans vos caisses. Et donc, c'est ça qui va être déclaré à l'URSSAF. C'était hyper important de faire ce point parce qu'il y a tellement d'erreurs sur ça. Ensuite, vous allez avoir 3 natures d'activité. Donc là, ça va vous permettre de savoir dans quelle case vous allez déclarer sur le site de l'URSSAF. Vous allez avoir une première case qui va être une profession libérale non réglementée. Donc c'est le fait de faire un service mais qui n'est pas réglementé. Donc par exemple, vous êtes développeur web, vous êtes graphiste, vous êtes influenceur. Voilà, vous réalisez des prestations pour des clients, mais c'est pas réglementé, vous n'avez pas besoin d'appartenir à un ordre des médecins ou quoi que ce soit. Donc ça rentre dans cette case-là. Quand vous allez faire une prestation de service commercial ou artisanal, vous allez par exemple faire de la vente de formation en ligne, parce qu'en fait, ça va être considéré comme une prestation de service commercial. Vous vendez quelque chose, comme par exemple si vous vendiez un e-book ou vous vendez un produit fini. Alors après, ça, c'est des notions qui vont... En fait, c'est une zone de flou pour le cas des formations en ligne. Quand vous êtes coach, quand vous fournissez un service, un accompagnement, ça va être en profession libérale non réglementée, ça c'est clair. Par contre, pour la vente de formation, il y a un gros flou sur ça. Il y a plein de gens qui vont jouer sur ces 2 cases.
Donc voilà, essayez de vous documenter sur ça. J'ai pas une source de vérité vraie. Moi, je le considère comme une prestation de service commercial, mais bon voilà, ça peut être encore un petit peu flou. Le problème, c'est que il n'y a pas eu de législation dessus, donc il y a encore un flou. Ensuite, les coursiers à vélo, c'est considéré comme une prestation de service commercial, et les esthéticiennes, par exemple, c'est pareil, c'est une service de... Donc là, c'est plutôt une prestation artisanale, parce que vous allez bien faire quelque chose pour quelqu'un, c'est plus artisanal, entre guillemets. Et enfin, dernière catégorie, ça va être de l'achat-revente de marchandises. Bon, bah là, grosso modo, ça va être simplement le fait d'acheter, de vendre par exemple, vous allez acheter des tissus, vous allez transformer, par exemple, les transformer en jeans et les vendre. Eh bien, ça, ce sera de l'achat et de la vente de la revente de marchandises. Quand on fait du dropshipping, c'est de la vente de marchandises. Et dans certains cas, la vente de produits immatériels, donc c'est-à-dire numériques, peuvent marcher, comme par exemple les e-books, donc les livres numériques, ça peut marcher. Mais il y a cette notion de, il faut que ce soit un produit qui soit qu'on puisse pas bouger dans le temps. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui doit évoluer comme une formation en ligne, bah c'est pas l'achat et la vente de marchandises, puisque c'est quelque chose qui va évoluer, donc c'est comme une formation, c'est comme une prestation finalement. Donc bref, c'était cette notion qui est un petit peu floue encore, mais essayez de bien vous documenter sur votre type d'activité ailleurs que cette vidéo, mais peut-être déjà si vous êtes graphiste ou développeur, bon bah grosso modo, vous savez dans quel cas vous allez déclarer. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que comme j'ai différentes sources de revenus, donc en fait, ça va dépendre de votre source de revenus, la catégorie de votre prestation. Donc moi, en fait, j'ai une activité qui est mixte. Je vais avoir un chiffre d'affaires qui va être des autres prestations de services et d'autres qui vont être dans les prestations de services commerciales ou artisanales. Eh bien, je vais faire un petit Excel où en fait, je vais avoir toutes mes sources de revenus, je vais indiquer ce que c'est et je vais indiquer le chiffre d'affaires à la fin du mois. Et comme ça, je fais le cumul par catégorie. Et donc, en fait, quand je vais faire ce cumul-là par catégorie, mince, je ne l'ai pas affiché, je vais avoir, quand je fais ma déclaration de chiffre d'affaires, je vais pouvoir le remplir dans les petites cases. Donc ça, on va le voir juste après quand je vais faire le paiement des cotisations juste après. Ok, on a parlé des catégories d'activités, super. Maintenant, il faut savoir qu'on a un plafond en tant que micro-entrepreneur sur votre chiffre d'affaires. Donc, quand vous faites de la profession libérale, par exemple, non réglementée, ou de la prestation de service commercial ou artisanal, vous aurez un plafond fiscal de 72 600 €. Donc, voilà, 72 600 € à l'année. Et quand vous faites de l'achat et de la revente de marchandises, vous allez avoir 176 000 € de plafond hors taxe de plafond à l'année. Si vous faites un dépassement 2 années consécutives de ce plafond-là, vous allez basculer automatiquement dans le régime classique de l'entreprise individuelle. Donc je m'explique, si une première année vous faites 50 000 €, très bien. Si l'année d'après vous fêtes 80 000, oh là vous avez dépassé, mais vous ne passez pas encore. Et que l'année d'après vous faites 30 000, oh ben ça va, vous êtes en dessous de votre plafond des 72 000. Par contre, si la première année vous faites, je sais pas moi, 80 000, la deuxième année vous faites 80 000, l'année d'après vous allez passer en régime classique de l'entreprise individuelle. Voilà comment fonctionnent les plafonds. Il faut savoir aussi que ces plafonds sont proratisés la première année. Ça veut dire que si vous démarrez votre activité, mettons le 1er juin 2022, eh bien vous allez avoir 6 mois d'activité. Et bien en fait, ces 6 mois d'activité, on va proratiser votre plafond. Donc si vous faites une profession libérale non réglementée, votre plafond est de 72 000 €. On va dire, bon bah grosso modo, pour 6 mois d'activité, donc là on fait une proratisation, c'est un produit en croix, bon bah il ne faudra pas qu'il dépasse 30 et quelques mille € de chiffre d'affaires. Et donc c'est pareil pour l'activité de vente de marchandises. Et comme je vous le disais juste avant, c'est un montant du chiffre d'affaires qui est hors taxe, parce qu'on va parler de la TVA juste après. Donc vos cotisations sociales, on a parlé du plafond des cotisations sociales, maintenant on va parler de combien est-ce que vous allez payer en cotisations sociales. Quand vous faites une profession libérale non réglementée ou une prestation de service commercial ou artisanal, vous allez payer 22% de cotisation. Quand c'est l'achat et de la vente de marchandises, c'est 12,8%. Cette cotisation, elle est encore une fois sur le chiffre d'affaires hors taxe. Pourquoi est-ce que je dis tout le temps hors taxe? Vous allez voir quand je vais parler de la TVA, vous allez tout de suite comprendre. Et donc, quand vous allez faire votre déclaration, donc vous allez aller sur le site de l'URSSAF, vous allez avoir 3 cases à remplir. La case du chiffre d'affaires, la case des autres prestations de services, bref, des 3 catégories. Vous allez remplir pour chaque catégorie la somme de votre chiffre d'affaires hors taxe encaissé. Et une fois que vous allez le faire, ça va vous calculer vos cotisations. Donc là, ils vont vous dire, bah voilà, vous devez payer 22%, tant de pourcents, tant de pourcents, tant de pourcents. Vous allez avoir aussi d'autres cotisations comme la formation commerçante obligatoire et d'autres taxes. Ok. Si maintenant vous voulez avoir plus de détails sur comment déclarer son chiffre d'affaires, j'ai fait une vidéo précise sur ce sujet-là. J'ai pas envie de refaire tout un discours dessus, donc je vous mettrai le lien en description. Allez, c'est parti. Maintenant, on va comprendre un sujet hyper important, la TVA, ce que beaucoup de gens oublient et comprennent pas très bien. Donc, quand vous êtes micro-entrepreneur,
Par défaut, vous n'allez pas être assujetti à la TVA. Mais avant ça, on va devoir d'abord comprendre ce qu'est la TVA. Donc là, être assujetti à la TVA, ça veut dire qu'on collecte la TVA pour l'État. Donc en fait, c'est pas comment dire, quelque chose qu'on va avoir dans les caisses, comment dire. C'est pas quelque chose qui est considéré comme du chiffre d'affaires pour la boîte, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on collecte. Il faut bien voir cette notion de collecter pour l'État. Et donc, ça n'est pas du chiffre d'affaires, comme je vous le disais. Donc, je vous donne le cas très précis d'une prestation, par exemple, qui est vendue à 1200 € de TTC, à 1200 € taxes comprises, toutes taxes comprises. Eh bien, ça veut dire que l'entreprise va, en fait, produire une prestation à 1000 € hors taxes et elle va venir collecter 200 € de TVA. Jusqu'à là, vous allez me suivre, c'est très simple. Mais ces 200 € de TVA collectés, donc comme le mot collecté, ça veut dire, c'est que vous allez ensuite devoir le reverser à l'État. Donc ça, vous allez pouvoir le reverser soit une fois par, enfin, en gros, une fois par an, mais avec un, comment dire, une avance, entre guillemets, ou sinon tous les mois ou tous les trimestres, sous certaines conditions, bref. La bonne nouvelle, c'est que quand vous allez collecter, le moment où vous êtes assujetti à la TVA, quand vous allez la collecter, vous allez pouvoir la déduire. Donc ça, c'est là où ça devient intéressant. Quand par exemple vous allez faire un achat, imaginons, d'un MacBook ou d'un appareil, d'un produit pour votre micro-entreprise. Donc c'est bien sûr dans l'intérêt de votre micro-entreprise. Hein. C'est encore une fois, sinon il y a abus de biens sociaux, c'est autre chose, mais allez voir cette définition sur Internet. Là par exemple, pour l'achat d'un MacBook Pro à 1500 €, vous allez avoir 241 € de TVA. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir récupérer cet argent de TVA. Je vous prends un exemple hyper simple. On vend une prestation pour 1200 € de TTC. Donc, vous allez collecter 200 € de TVA, comme l'exemple qu'on a vu juste avant. Vous allez ensuite, dans le même mois, acheter un produit à 400 € TTC. Donc, dans ce que vous avez acheté, vous avez payé 66 € ou 76. Donc, quand vous allez devoir faire votre déclaration à l'État, bon ben voilà, sur la TVA, vous allez dire, ben, j'ai collecté 200, mais j'ai payé 66. Moi, je te dois que 133. Donc en fait, vous allez payer que 133. Donc en fait, c'est plus ou moins pour être à l'équilibre sur la balance. Et on peut même avoir un crédit de TVA. J'ai pris l'exemple, par exemple, du MacBook Pro juste avant. Si, imaginons, le même mois, j'avais collecté, je sais pas moi, 100 € de TVA, et que quand j'ai acheté mon MacBook Pro, eh bien, j'ai payé 200 € de TVA, eh bien, l'État va me rembourser 100 €. Parce que, en fait, en quelque sorte, j'ai participé à l'économie. C'est un peu un système comme ça. Ok, donc on comprend mieux ce que c'est que maintenant la TVA. Maintenant, pour les micro-entrepreneurs, eh bien, pour les professions libérales non réglementées, vous allez avoir un plafond, un seuil majoré à 36 500 €. Donc ça veut dire que dès l'instant où sur un mois donné dans votre année, donc si à l'année, dans une année calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre, si vous faites plus de 36 500 € hors taxes encaissés, donc hors taxe, en fait, quand vous êtes de base micro-entrepreneur, vous ne voyez pas ce hors taxe. Mais quand vous êtes quand vous êtes en dessous, aucun problème. Dès l'instant où vous dépassez, le premier jour du mois de dépassement, vous allez devoir collecter la TVA et du coup, vous allez pouvoir la déduire. Donc ça, c'est le premier plafond. Ça, c'est le plafond, majoré. Donc dès l'instant où vous le passez, c'est automatique, vous devez passer en TVA. En fait, c'est pas automatique, mais vous devez le dépasser. C'est-à-dire que vous devez envoyer un mail en disant « j'ai dépassé le plafond, donc il faut que je déclare la TVA ». Donc vous devez activer la TVA, comment dire, auprès de l'État, entre guillemets. Et il y a un autre seuil, donc je vais vous montrer juste après. Comme je vous le disais, voilà, par défaut, les micro-entreprises sont en franchise de base de TVA. C'est un terme. Ça veut dire que vous ne collectez pas la TVA. Donc vous ne la collectez pas, vous ne pouvez pas la récupérer. C'est-à-dire que si vous ne la collectez pas, vous ne pouvez pas dire j'achète un MacBook, je veux qu'on me rembourse 150 € de TVA. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que vous allez facturer en tant que micro-entrepreneur en hors taxe. Donc, vous allez facturer tout le temps hors taxe. En fait, vous ne le voyez jamais parce que quand vous allez créer votre facture sur votre outil de comptabilité, vous allez sûrement voir, donc si vous utilisez un outil de facturation comme Freebie, Abi ou sur Shine, vous allez avoir la mention TVA non applicable, article 293 du CGI. Et donc, ça veut dire que la TVA n'est pas applicable, donc votre facture, il y a un total de hors taxe, il n'y a pas un total de TTC. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il va y avoir un seuil majoré. Donc dès l'instant où vous dépassez ces 36 500, bim, vous devez vous devez dire je dois déclarer la TVA. Vous avez aussi un seuil minoré. Donc là, c'est le même cas que pour le chiffre d'affaires qu'on a vu juste avant. Si pendant 2 années consécutives, vous êtes entre ce seuil minoré et ce seuil majoré, donc vous faites 35 000 puis 35 000, 2 années consécutives, l'année d'après, vous allez être assujetti à la TVA. Pareil pour l'achat et la revente, vous avez compris le principe. Et quand vous allez donc devoir la TVA, c'est ce qu'on appelle être assujetti à la TVA, vous allez l'être à partir du premier mois du dépassement. Je vous donne un exemple. Si vous dépassez vos 36 500 €, mettons le 26 septembre de votre année,
le 26 septembre, vous faites votre dépassement, ben en fait, normalement, vous devez avoir collecté la TVA à partir du 1er septembre. Donc il faut anticiper, il faut savoir, ah ben tiens, ce mois-ci, je pense que je vais être assujetti à la TVA, donc dès le premier jour du mois, je préviens mes clients, je dis ben voilà, maintenant je suis assujetti à la TVA, donc les factures vont prendre 20% de TVA en plus. Ok. On va on faire un petit récap sur ces plafonds. Donc vous allez avoir deux plafonds en tant que micro-entrepreneur. Vous allez avoir un premier plafond qui va être les plafonds du statut. Le plafond du statut, ça va être le fait que vous allez passer en entreprise individuelle si votre chiffre d'affaires dépasse sur 2 années consécutives, encore une fois 2 années consécutives pour la partie plafond du statut, donc ça c'est la partie fiscale, la partie sociale, pardon. Là vous allez avoir donc un plafond à 72 600 € en libéral, commercial, artisanal ou 176 000 pour les ventes de marchandises. Quand vous allez avoir un deuxième plafond qui va être le plafond de la franchise en base de TVA. Par défaut, vous êtes en franchise de base de TVA, donc vous facturez en hors taxe par défaut, vous vous embêtez pas avec la TVA. Mais dès l'instant où vous allez automatiquement passer, dès l'instant où vous allez passer au-dessus du seuil majoré, donc le seuil le plus haut, donc 30 500 pour le libéral, commercial, artisanal, ou 94 000, voilà. Quand votre chiffre d'affaires fait plus de ça, là vous allez être assujetti à la TVA, il faudra indiquer à l'État je suis redevable de la TVA. Et donc si pendant 2 années consécutives, vous êtes entre le seuil minoré et le seuil majoré, pendant 2 années consécutives, l'année d'après, vous serez assujetti à la TVA. Si par contre vous êtes entre les deux la première année, puis l'année d'après vous faites 3 000 € de chiffre d'affaires, vous n'allez pas être assujetti à la TVA, vous allez repasser en franchise de base. Enfin, vous allez garder votre franchise de base. Ok, maintenant on va rentrer un peu plus en détail sur la CFE. C'est une autre taxe, donc c'est la cotisation foncière aux entreprises. C'est une taxe locale sur la superficie que vous allez utiliser pour votre activité. Vous allez être exonéré la première année de création de votre micro-entreprise. Donc quand, par exemple, c'est ce que je vous disais, si la première année, vous créez votre micro-entreprise le 1er janvier, c'est cool puisque vous allez bénéficier pendant 1 an d'activité de ne pas payer la CFE. Et aussi, vous n'allez pas la payer quand vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par an. Bon, ça concerne pas forcément beaucoup de monde, mais peut-être principalement les étudiants, imaginons, donc c'est plutôt cool de ne pas la payer. Vous allez devoir faire en fin d'année votre déclaration initiale de CFE, donc ça va se passer à peu près vers octobre, novembre, décembre. Vous allez recevoir un document, il faudra remplir ce document en disant combien de superficie vous utilisez pour votre micro-entreprise. Parce qu'en fait, c'est une taxe par rapport à la surface que vous utilisez. Donc vous avez un minimum qui est par commune, je crois, qui va être de quelques mètres carrés, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, vous avez un minimum. Et donc cette CFE-là, alors aussi vous avez la première année de la CFE, 50% de CFE à payer. Donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que première année vous êtes exonéré, deuxième année 50% de la cotisation, enfin de la taxe, et ensuite année complète, après c'est la CFE classique. La CFE, grosso modo, donc ça va dépendre de votre chiffre d'affaires, ça va dépendre de la surface que vous allez déclarer. Donc si vous avez un local de 200 mètres carrés, vous n'allez pas payer la même CFE que pour quelqu'un qui est développeur et qui va déclarer 3 mètres carrés. Donc entre 10 000 et tout ça. Donc en gros la CFE ça va à peu près être entre 200 et 500 € de taxes, on va dire à la fin de l'année. Donc ça va correspondre à une taxe qui va arriver en décembre. Et voilà, vous avez tous les montants en fonction de votre commune. Si vous avez une commune qui a un volume d'affaires, donc de la commune qui est assez faible, donc par exemple les sociétés qui s'échangent, etc., s'il y a un volume de chiffre d'affaires qui est assez faible, et bien dans ce cas-là, vous allez avoir une CFE qui peut être très élevée. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, par exemple, de se domicilier, mettons, à Paris, parce que vous allez être sur les Champs-Élysées, vous allez bénéficier de la CFE de Paris qui est plutôt faible. Je crois que c'est aux alentours de 250 ou 300 €, mais ça va dépendre aussi de votre chiffre d'affaires. Bon bref, ça ne sera pas énorme si vous allez être sur Paris. Par contre, vous allez payer les frais de domiciliation. Donc c'est à vous de faire le calcul. De toute façon, la première année, vous êtes exonéré, l'année d'après, c'est 50%. Bref, vous avez compris maintenant ce qu'est la CFE. Je vous mettrai aussi d'autres sources dans la description. On va parler maintenant de la routine du micro-entrepreneur. Alors, pour ce module-là, c'est un module qui est supplémentaire, donc c'est un module qui va vous montrer concrètement comment je fais, en tout cas à titre personnel, pour gérer ma micro-entreprise. Comment est-ce que j'édite des factures? Comment est-ce que je déclare mon chiffre d'affaires? Comment est-ce que je calcule la TVA que je collecte et qu'ensuite je vais devoir payer? Comment est-ce que je paye ma TVA? Toutes ces notions-là, on va le voir dans un programme qui s'appelle Routine. Donc, je vous mettrai le lien en description, go.excelparis.fr/routine. Dedans, on va parler donc de mon outil de comptabilité. Donc, c'est là avec le logiciel que j'utilise. Donc, ce sera sûrement Freebie. Mais si j'évolue, je mettrai à jour cette formation. Je vais vous parler comme je vous le disais, des déclarations de cotisation, de la TVA. Comment communiquer aux impôts? Parce que par exemple, une fois, j'ai payé trop de TVA. Alors, j'ai fait une erreur. Et ils devaient me rembourser. Comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? Comment est-ce que je fais aussi pour faire une déclaration de DES?
une notion encore un peu plus compliquée, mais qui va correspondre à assez peu de personnes, mais c'est une notion plus avancée. Bref, si toutes ces informations-là vous intéressent et que vous voulez poser des questions plus précises sur les micro-entreprises, c'est une formation qui a un petit coût, c'est pas très très cher. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Enfin, pour gérer votre comptabilité, moi ce que je vous conseille, c'est une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Le guide facture et devis », où je vous explique grosso modo comment ça fonctionne, les factures, les devis, ce qu'est un devis. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba pour ceux qui ne comprennent pas la facturation. Ensuite, si vous avez besoin d'avoir un outil de comptabilité, encore une fois, on revient sur la partie de la création de la micro-entreprise. Moi je vous conseille Freebie ou Abi, ça fonctionne très très bien. Maintenant on va partir sur les questions fréquentes. Donc comment est-ce que je gère par exemple les revenus des plateformes comme Udemy, YouTube et Malte? Donc il faudra juste faire une facture en interne pour sa compta, parce qu'en fait le problème de ces plateformes c'est qu'elles ne vont pas éditer de facture. Enfin en fait, alors il y a juste Malte qui va éditer une facture en votre nom, mais elle ne va pas suivre votre comptabilité interne à vous. Donc techniquement, normalement votre facturation doit se suivre. Vos numéros facture 1, facture 2, facture 3 doivent se suivre. Donc il faut qu'en interne, vous puissiez éditer une facture à chaque rentrée d'argent. En fait, il faut qu'il y ait un document comptable à chaque rentrée ou sortie d'argent. Donc, c'est tout simplement pour ça que moi, je vous conseille, quand vous avez un virement d'Udemy, par exemple, moi, j'ai un virement d'Udemy, ce que je fais, c'est que je crée une facture du montant du virement qu'ils vont m'envoyer. Pareil pour YouTube, je crée une nouvelle facture que je leur envoie pas, que je garde pour moi, mais comme ça, dans ma comptabilité, j'ai une facture. Quand j'ai des commissions, est-ce que je peux les déduire? Eh bien non, ça c'est le problème. Ça veut dire que si par exemple vous avez des commissions des plateformes comme Malte, typiquement vous êtes graphiste, Malte, vous créez une facture avec Malte et votre client paye sur Malte, donc avec le système de sécurité, etc., que Malte vous repaye. Malte prend une commission, je crois que c'est de 10 ou 20%, je ne sais plus exactement. Cette commission-là, vous ne pouvez pas la déduire de votre chiffre d'affaires. Donc il faut bien comprendre la différence entre votre chiffre d'affaires facturé, encaissé. Le Malte va facturer en votre nom, par exemple, 1000 € de prestations. Ils vont vous prendre 10% de cotisation et ils vont vous faire un virement de 900. En soi, le client, lui, il a été facturé de 1000 € hors taxe. Donc, il faut que dans votre comptabilité, vous ayez une facture de 1000 € hors taxe. Et donc, vous ne pouvez pas déduire vos commissions. Et donc, faut comprendre la différence entre chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires juste encaissé. Il y a une différence entre les deux. Donc, vous ne pouvez pas déduire les frais, par exemple, des plateformes comme Malte, Stripe, GoCardless, etc. Tous ces frais-là, vous ne pouvez pas les déduire. Donc, ce sera un peu sur votre paye. Malheureusement, il n'y a pas de solution pour ça. Ou en tout cas, sinon, autre solution, c'est de passer en société. Et donc là, vous pouvez déduire des charges. Mais là, vous allez vous faire défoncer en impôts et en cotisation sociale. Donc, c'est pas ce que je vous recommande. Est-ce qu'on cotise pour financer des formations? Très bonne question. Oui, parce que quand vous le voyez dans vos cotisations, vous avez une petite partie. Donc moi, je suis dans la catégorie, je dois cotiser pour la formation commerçante obligatoire de 0,10%. Et bien là, je dois cotiser pour... on cotise pour un CFP. Un CFP, c'est un centre de formation professionnelle. Donc, en fonction de votre catégorie d'activité, vous allez avoir un pourcentage qui va être différent. Et en gros, dans ce fonds-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer de l'argent à votre CPF, donc c'est le moncompteformation.gouv.fr, et à votre FAF, je sais plus l'intitulé exactement du FAF, mais en gros, ce FAF-là vous permet de financer des formations. Donc, par exemple, si votre FAF, c'est l'AGFIS, vous allez pouvoir financer des formations à hauteur d'à peu près 1400 € par an. Si votre FAF, c'est plutôt le FIFPL, donc si vous êtes en prestation de service, c'est plutôt FIFPL, là, vous allez pouvoir financer des formations par an d'à peu près 750 € par an. Donc, il faudra faire une demande auprès de ces organismes-là pour avoir ce financement. C'est pas forcément hyper simple, mais bon, c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on paye dans nos cotisations sociales? Petite question aussi qu'on peut se poser. Vous allez payer donc une protection sociale qui va être obligatoire, dans laquelle va avoir la sécurité sociale, donc maladie, maternité, indemnité journalière, bref, le régime général qu'on connaît tous. La retraite, pour pour les personnes au-dessus de nous, vous savez, notre système sépare, en gros, les personnes qui travaillent payent la retraite de ceux qui sont à la retraite. Vous allez payer pour ça, vous allez payer pour l'invalidité de décès, l'allocation familiale et la CSG CRDS. Si vous êtes salarié, malheureusement, vous allez avoir une double cotisation, puisque en tant que salarié, vous cotisez déjà, par exemple pour la sécurité sociale, et vous allez aussi devoir recotiser avec vos avec vos cotisations sociales. Ça c'est le système, il n'y a pas de solution pour ça. Vous ne cotisez pas par contre pour le chômage, hyper important. Donc vous cotisez pour la retraite, par contre ça c'est cool, et vous avez une cotisation qui part pour la formation professionnelle, ce qu'on a vu juste avant, le CFP. Est-ce qu'on peut devenir micro-entrepreneur quand on est mineur? Oui, on l'a vu juste avant. Pour ça, si on est mineur, il faut avoir au moins 16 ans et on peut le faire en créant sa micro-entreprise avec la forme juridique d'une EIRL, avec l'option d'une EIRL. Je ne sais pas exactement le terme qu'on utilise. Moi, ce que je vous conseille très fortement pour éviter de faire des erreurs, c'est de vous faire accompagner.
passez par des sociétés qui vous créent votre statut, ou accompagnez-vous par vos parents ou par quelqu'un qui peut vous aider, mais ne le faites pas seul, vous pouvez faire des bêtises, et par exemple créer une société, et là vous allez avoir des coûts qui vont être plus élevés. Et le problème aussi, c'est que les banques sont difficiles, et par exemple les banques en ligne, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ont du mal, et en tout cas je ne crois pas qu'ils acceptent les mineurs pour ouvrir un compte dédié pour la micro-entreprise. Donc il faudra ouvrir un compte dédié ou un compte professionnel dans une banque traditionnelle par exemple. Ça c'est un petit peu le cas problème. Ok, on y est, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un j'aime, explosez le bouton j'aime, ça me permettrait de recommencer tout ce travail parce que c'est une grosse vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. De partager cette vidéo, mettez-la en favori si vous voulez la revoir, mais partagez-la à un ami si il est micro-entrepreneur ou qui veut devenir micro-entrepreneur et qu'il a besoin de détails. Partagez aussi les sections, peut-être qu'il y a des morceaux dans les vidéos où quelqu'un vous a posé une question, c'est quoi la TVA, comment ça fonctionne en tant que micro-entrepreneur, envoyez-lui la vidéo, envoyez-lui le temps exact où c'est, et ça va vachement l'aider. Et donc, écoutez, si vous avez des questions après tout ça, mettez-les moi en commentaire, j'espère vraiment que cette vidéo vous a vraiment plu, et donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, c'était Axel.